Vous êtes ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, et puis surtout, vous êtes la directrice de l'INAO, Institut national de l'origine, de la qualité. Deux sujets qui vont être au cœur de cette rencontre. Merci d'être avec nous ici en présentiel. De la même façon, je vous remercie Karine Latouche de nous avoir rejoints ici, ingénieure agro aussi de formation, directrice de recherche en économie à l'Institut national de recherche en agronomie, qu'on dit maintenant INRAE et non plus l'INRA. Ça permet de remettre les compteurs à zéro. Un autre chercheur nous accompagne, c'est Denis Rochard. Il joue à domicile. Denis Rochard, il est maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers. Vous avez dirigé pendant 15 ans l'Institut de droit rural de cette faculté. Et puis on vous a connu dans un autre rôle comme directeur de l'Université des Eaux-de-Vie en Charente. Vous avez beaucoup œuvré. Votre thèse, à l'époque, pour vous avez voulu devenir universitaire, était rédigée avec un titre qui est en plein dans le sujet, puisque c'était la protection internationale des indications géographiques, spécialement viticoles, mais sans pas de parler du reste, dont peut-être de l'huile de noix et de noisette, puisque je vous présente tout de suite Paul Dieudonné. Vous êtes avec nous aujourd'hui, vous venez de Dordogne, vous avez pris la présidence il y a peu de temps d'un moulin familial. Vous produisez des huiles de noix qui sont en AOP, justement, de noisettes et d'amandes. Et puis, on va en reparler, évidemment, ensemble. On a une pensée pour Michel Prug, qui devait être là aujourd'hui avec nous. Il a eu un souci personnel qui le prive d'être sur ce plateau. Le président du groupe Maïs Adour nous prie de l'excuser. En revanche, il est bien là. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter. C'est Urbs, notre dessinateur fidèle de ces rendez-vous. Il va œuvrer en direct tout au long de cette émission. Et puis, il est aussi avec nous, et en visio et en décalé, si je puis dire, puisqu'on l'a enregistré, on va tout vous dire sur les conditions de ce tournage. C'est notre ami Éric Orsena, il est le parrain permanent et invité d'honneur de ces rencontres. Éric Orsena que nous avons eu tout à l'heure parce qu'il va vous expliquer pourquoi il n'est pas avec nous. Éric Orsena est à Paris, il attend une actualité culturelle intense. On se félicite toutes et tous de voir réouvrir les théâtres, les cinémas et puis aussi les terrasses. C'est important pour les produits locaux qui nous préoccupent tous autour de cette table. Et Éric va nous expliquer pourquoi effectivement il a aussi un point commun avec Pierre Loti, qui a donné son nom à cette salle qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Éric. Alors, désolé, mais aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous. Pour une seule raison, c'est la musique. Et à l'intérieur de la musique, c'est pour Beethoven. Car vous savez que les théâtres étaient fermés et que nous avions un spectacle où nous racontions la 9e symphonie de Beethoven. Eh bien, les répétitions sont en ce moment même. Au moment où vous vous réunissez, j'ai ma première répétition pour réouvrir le Théâtre des Champs-Élysées lundi soir pour saluer Beethoven et la 9e symphonie. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous. Mais je suis quand même avec vous parce que Loti fait partie de ma vie de différentes manières. D'abord parce que Loti, c'est Paimpol, il était là, et que j'ai lu depuis l'enfance tous les romans sur les Islandais. Mais aussi, Loti, c'est une autre ville qui m'est ô combien chère, c'est-à-dire Rochefort. Rochefort, parce que à Rochefort, j'ai été pendant 20 ans président du Centre de la Mer. Rochefort, c'est les demoiselles de Rochefort, et j'étais fou de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Et puis Rochefort, c'est aussi ma chère Hermione, ce bateau qui nous a fait voyager, et grâce auquel, grâce au bateau, je reviendrai vers vous dans ce sud-ouest que j'aime le plus tôt possible. Ça, on vous fait confiance, Éric Orsena. On sait que vous aimez cette région, même si vous faites des infidélités en étant souvent en Bretagne. On vous le reprochera assez longtemps de ne pas avoir choisi le Poitou-Charentes ou la Nouvelle-Aquitaine. Plus sérieusement, il est important qu'on rappelle que la Maison Pierre Loti va rouvrir, si tout va bien, en juin 2023. Vous allez avoir de temps en temps, pendant cette émission, des images qui reprennent effectivement des éléments de décor incroyables de cette maison fabuleuse. J'en rajoute pas du tout dans ces adjectifs. J'invite vraiment tous les gens qui n'ont jamais vécu cette expérience d'aller, dès que ça va rouvrir, et je suis sûr qu'ils vont tenir les délais, visiter cette maison à Rochefort qui a des trésors cachés incroyables qui sont en train d'être restaurés. Un trésor, c'est aussi la gastronomie. Et justement, avec vous, Éric Orsena, on va rappeler pourquoi c'est important de transmettre cette volonté, cette faculté qu'on a les uns et les autres à vouloir transmettre la passion qu'on a pour la gastronomie et en quoi ça fait partie de la culture. La transmission des recettes, la transmission de la cuisine, la transmission de la gastronomie, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est ma petite aventure personnelle puisque ma grand-mère était lyonnaise. Donc j'ai été élevé, comme on dit, au cul des pianos, au cul de la cuisine, au cul de la cuisinière. C'est-à-dire que c'est là où on m'apprenait à la fois les recettes, mais on m'apprenait les produits et on me disait d'où ça venait. Et on m'apprenait à la fois le respect et l'invention, le respect des producteurs, le respect et le génie des cuisiniers qui, à partir de ces produits,
enchaînait les variations, comme en musique. Il y avait par exemple un thème qui pouvait être le bœuf mode ou qui peut être la blanquette, et à partir de là, chacun apportait un petit quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cuisine, c'est la table, c'est-à-dire on partage à la fois l'admiration et le respect pour ce qu'on vient de manger, mais aussi on discute entre soi et on prend le temps de. C'est pour ça que la cuisine doit être l'apprentissage du temps, du respect donné au temps, et pas avaler à toute vitesse en se rend compte de rien du tout et avaler un produit qui peut être le même de Dunkerque à Cayenne et de Singapour à Santiago du Chili. C'est ça la diversité. Donc quand on dit biodiversité, c'est aussi biodiversité de la gastronomie, parce que on peut rester à table et voyager grâce à la gastronomie. C'est ça que j'ai appris. Vous voyez, à la fois la gourmandise et le respect. Et pour moi, les deux sont liés. Si vous ne respectez pas, vous n'êtes pas gourmand, vous êtes un goinfre, vous êtes un ogre, donc vous n'êtes pas quelqu'un de fréquentable. Et quelqu'un qui à table dédaigne ce qu'il va manger, cette personne, c'est pas possible. Et moi, honnêtement, sans entrer dans les détails inavouables de ma vie privée, mais une dame qui chipote devant son assiette, c'est très mauvais signe pour le lit. Bien, on va rester sur cette blague de notre académicien préféré. Je rappelle effectivement que Monsieur Orsena est académicien, car tout le monde ne peut pas se permettre de raconter, surtout dans le contexte actuel, ce genre de plaisanterie. On va passer à des choses plus sérieuses, même si Eric Orsena était très sérieux dans la façon de transmettre. On va tout de suite regarder comment les gens, justement, essayent de mesurer ces labels de qualité, ces reconnaissances. Et on reviendra avec vous, Marie Guittard, car vous êtes vraiment l'experte dont on a besoin aujourd'hui pour bien comprendre tous ces symboles, ces logos. On regarde ça ensemble, on se retrouve tout de suite sur le plateau. Ouais, plusieurs, ouais. Agriculture biologique, IGP, label rouge, AOC. Bah oui, les logos bio en haut, qui sont européens, il me semble. Et label rouge aussi, enfin, moi ça me parle, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais je sais qu'ils sont quelque part. L'agriculture biologique, par exemple, ça va signifier que ça va être... ce sont des produits qui sont issus d'une agriculture sans produits chimiques. Par contre, je connais pas le noir, pourtant je connais le nom de l'AOC. Non, pas ça. Pas l'indication géographique protégée, celle-là non plus. L'agriculture biologique, ça on connaît. Ils sont sur les produits qu'on achète en supermarché. Il y en a qu'un qu'on connaît pas. Spécialité traditionnelle garantie, ça j'ai jamais vu. Et sinon, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que ça doit être pas mal, ce qu'on mange. La feuille avec les étoiles. Le signe européen. Ouais. Ça, je sais pas trop à quoi ça. Ouais, je sais pas à quoi ça correspond, mais je sais que c'est aussi dans les supermarchés, on le retrouve sur les articles. L'appellation d'origine contrôlée, c'est l'appellation d'origine protégée, c'est le label européen, et l'appellation d'origine contrôlée, c'est le label français. Par contre, celle avec les étoiles, j'ai jamais vu. Ouais. L'AOC, bon, j'ai entendu parler. L'autre appellation d'origine protégée, j'ai jamais fait attention non plus. Après, c'est des choses qu'on voit, mais sans savoir vraiment la signification. Ouais. Et l'appellation d'origine contrôlée en bas, je ne connais pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, Marie Guittard, vous, la spécialiste, la directrice de l'Institut, de ces consommateurs, la plupart jeunes, qui ne sont pas du tout perdus face à ces logos, c'est important. Oui. Par contre, quelquefois, ils sont perdus sur leur sens. C'est-à-dire, tout le monde dit, ça doit être pas mal, mais comment je peux m'y retrouver? Avec vous, on aimerait bien être didactique pour les gens qui nous suivent. On les remercie. D'ailleurs, je précise, vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Live Sud-Ouest. On est en direct, c'est fait pour ça, et on sera le plus interactif possible. On prendra des questions au fur et à mesure de cette émission. On va peut-être prendre 4 de ces appellations, Marie Guittard, qu'est-ce que vous en pensez, puis vous nous les présentez? Tout à fait, d'accord. Mais écoutez, je suis tout à fait satisfaite de voir que quand même, y compris les jeunes, ne sont pas complètement perdus. Et pourtant, ils pourraient l'être parce que dans la jungle des logos, c'est vrai qu'il est très difficile de distinguer les logos officiels, c'est-à-dire ceux délivrés par le ministère de l'Agriculture et par la Commission européenne.
On en reparlera et on verra la différence entre un signe officiel et un signe privé. Toujours est-il qu'il faut retenir que dans cette jungle des logos, il y a 4 logos qu'il faut retenir. Le premier, c'est le logo de l'AOP. Ça veut dire appellation d'origine protégée. Protégée contre quoi? Protégée contre les usurpations, contre les contrefaçons, contre les imitations. Et ces produits, ce sont des produits typiques, et leur typicité, elle est liée à un terroir. Ça veut dire que toutes les opérations de production, de transformation et d'abattage, quand il s'agit de produits animaux, sont réalisées dans la zone qui porte le nom de cette appellation. Ça, c'est la première, l'appellation d'origine protégée. Une petite précision, parce que je pense aux consommateurs qui nous suivent, on sait que ces rencontres de l'ANA ont un public de plus en plus large, on en est ravis. Est-ce que quand vous nous dites ça, ça veut dire que je suis certain, moi consommateur, qu'en même temps, du coup, je protège l'emploi qui n'est pas délocalisable parce que c'est fait forcément là? C'est des produits qui ne peuvent pas être produits ailleurs que dans la zone indiquée sur la bouteille, sur le paquet de lentilles, sur les noix. C'est quelque chose qui de toute façon est irreproductible, et donc ça veut dire qu'on est dans une typicité, quelque chose qui est le résultat à la fois d'un milieu et puis aussi d'une histoire et de pratiques qui se sont développées et qui ont été en quelque sorte préservées. Voilà. Le deuxième logo qu'il faut retenir, c'est celui de l'IGP, indication géographique protégée. Le même sens pour protéger toujours contre les usurpations, les imitations de tout genre, et Dieu sait s'il y a des gens qui ont effectivement beaucoup de créativité en la matière. Et ces produits qui portent ce logo IGP, ce sont des produits qui tirent leur spécificité d'un savoir-faire réputé dans un territoire donné, savoir-faire soit des agriculteurs, soit des transformateurs. Nous avons effectivement là des produits qui sont, j'allais dire, spécifiques. J'allais dire, ils plaisent ou ils ne plaisent pas. C'est comme les produits typiques, ils plaisent ou ils ne plaisent pas. Mais ce sont des produits qui sont non seulement de quelque part, mais qui ne peuvent pas être faits ailleurs que dans la zone concernée, et qui portent leur origine fort, puisque effectivement, à chaque fois, on retrouve le nom d'indication géographique ou d'appellation d'origine. Ensuite, on a un troisième signe, le label rouge. Alors, le label rouge, c'est... une notoriété parmi notre petit témoignage qui est la plus Alors, c'est forte. écrit dessus, par ailleurs. Voilà, c'est ça, ils l'ont dit. Ils le voient, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais c'est marqué. C'est plus facile. Ouais. Mais c'est quand même, j'allais dire, dans le paysage des consommateurs, il existe de manière quand même de plus en plus importante depuis les années 60. Donc, il fait vraiment partie du paysage des consommateurs. Et là, on est sur une garantie de qualité supérieure par rapport aux produits standards. C'est-à-dire que la composition de ces produits, les modalités mises en œuvre pour l'élaborer, font qu'il est, j'allais dire, au goût, il a des qualités qui sont supérieures aux produits standards. Donc ce label rouge, c'est un produit qui a une caractéristique forte en matière de goût. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et puis, enfin, le dernier, que je mets en dernier, mais peut-être là, je vois qu'il lui aussi bénéficie d'une notoriété spontanée ou assistée très importante, c'est AB. Que c'était tourné à Bordeaux, dans une ville, métropole, on sait que c'est peut-être là qu'il y a un public plus attentif, et ça ne veut pas dire qu'en milieu rural, on ne se préoccupe pas, mais effectivement, on parle beaucoup de produits bio, peut-être plus à Bordeaux qu'ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'est le logo AB, qui est celui des produits issus de l'agriculture biologique, qui là certifie que ce produit a été élaboré dans des conditions particulièrement respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Parfait. Je crois que c'est important d'avoir ces 4 définitions de ces 4 logos principaux, même si on va voir qu'il y a d'autres appellations. On y reviendra avec vous, Marie-Guitare, et avec nos invités. D'ailleurs, il y a un mot qui est revenu beaucoup. Je me tourne vers vous, et c'est le juriste que j'ai envie d'interpeller tout de suite. On a entendu parler de protection. Est-ce que je protège le consommateur ou est-ce que je protège le producteur? Je protège les deux, en fait. Je protège le consommateur parce que je délivre une information,
Et d'ailleurs, il est intéressant dans le reportage de remarquer que le plus connu, l'agriculture biologique, est le plus récent aussi. Ouais. Souvent, les gens hésitent avec l'appellation d'origine, qui est pourtant la plus ancienne, hein, 1905 pour l'appellation d'origine simple, 1935 pour l'AOC, le label rouge, vous l'avez dit, 1960. Donc c'est des signes qui protègent le consommateur parce qu'ils l'informent sur ses caractéristiques, vous l'avez justement dit, mais qui protègent aussi le producteur contre la contrefaçon, au-delà même contre toute forme de concurrence déloyale. Donc ça rend vraiment des services, et puis ça protège aussi les citoyens que nous sommes tous, parce que derrière, c'est des terroirs, c'est des emplois, c'est de l'œnotourisme, donc ça rend, les services rendus sont multiples en la matière, avec ces signes officiels. Alors, service rendu important, et on va le voir tout de suite dans la suite de ce micro-trottoir, c'est que ça peut être, et c'est un facteur déclencheur d'achat. On se retrouve tout de suite. Après, je ne veux pas dire de bêtises. Par exemple, appellation d'origine protégée, il y a le comté. On a le fromage du comté. On a pas mal de fromages qui sont sous ces deux appellations. Non, je ne peux pas vous dire. Non, malheureusement, non. Comme nous sommes bretons, on a l'AOP Coco de Paimpol, par exemple. Vous voyez. Autrement, les AOP, mais il y a tous les fromages, en fait. Moi, je m'étais arrêté à 42 AOP, je crois. Il doit y en avoir un peu plus. Label rouge, ça peut, si je dis pas de bêtises, moi je le retrouve sur des volailles. Et label rouge, c'est pour les viandes, il me semble, notamment les volailles. Je dirais la viande sur label rouge, par exemple. Label rouge sur les maquereaux en boîte. C'est meilleur que les maquereaux en boîte sans label rouge. Le label rouge, le poulet, vraiment. Ou les œufs aussi, les œufs label rouge. Agriculture biologique, c'est les produits qui sont issus du coup et qui respectent les normes AB, donc ça peut être de l'agro. Agriculture biologique, il y a pas mal de fruits et légumes tout simplement qu'on peut retrouver dans les rayons des supermarchés. Et agriculture biologique plus sur des gâteaux peut-être, des trucs comme ça, enfin... Des fruits et légumes peut-être aussi. Mais je pense un peu sur tout, enfin ouais, je sais pas dire, mais je pense surtout ceux qui sont bio. Alors justement, on va en parler avec, c'est un producteur qui est avec nous, c'est Paul Dieudonné. Paul, vous venez de vivre quelque chose de fantastique puisque vous avez repris l'entreprise familiale. Alors j'ai l'impression que psychologiquement, vous ne l'aviez jamais quitté, même quand vous étiez sur un job à Paris. Vous êtes revenu très récemment reprendre cette entreprise. Vous avez 26 ans, vous faites un pari effectivement dont on va parler. Et vous arrivez au moment où le 4 février 2021, l'huile de noix de Périgord a une AOP. Expliquez-nous en quoi cette arrivée de l'AOP a conduit ou orienté ou accompagné ce choix de reprise d'entreprise. Alors, c'est ce qu'on a pu dire auparavant, ça crédibilise une démarche, ça crédibilise l'origine de notre produit et également une façon de faire, puisque aujourd'hui, l'appellation l'AOP huile de noix du Périgord, elle régit bien évidemment des variétés de noix, une aire géographique, mais aussi une façon de fabriquer. Donc aujourd'hui, il y a deux façons, l'huile de noix en pression à chaud, l'huile de noix en pression à froid, qui sont deux produits qui sont différents et complémentaires. Mais ça nous accompagne vraiment dans la reconnaissance de la qualité de notre produit, dans la façon dont on le fabrique, ce qui va être différenciant pour nous démarquer des produits de grande consommation, qui va nous différencier également sur des marchés à l'export, puisque, comme vous le disiez, je viens de reprendre la société, et l'export est une des composantes de notre stratégie de développement. On va en parler de l'export tout à l'heure, qui est un levier important. Tout à fait, qui est un levier. Et donc, ce label de qualité et d'origine permet à toute la filière dans son ensemble, que ce soit les producteurs de noix, il y en a à peu près 900 aujourd'hui, 80% de ces producteurs sont engagés dans l'huile de noix du Périgord aussi également. Donc ça permet de mobiliser toute une filière autour de la qualité d'un produit et d'une identité du territoire, puisque l'huile de noix et la noix du Périgord fait partie de l'identité de ce territoire-là. Marie-Guitare, est-ce qu'on vit un fait un peu rare maintenant, c'est-à-dire d'avoir un nouveau produit avec une nouvelle AOP? Je rappelle qu'on en a près de 300, non pas des AOP, mais des produits référencés par ces différents labels en Nouvelle-Aquitaine seule, 295 exactement. Je reviens sur l'AOP, quelqu'un s'est risqué tout à l'heure, un des intervenants bretons a donné un chiffre. Est-ce qu'on va avoir moins d'AOP à donner, parce qu'on en a déjà donné beaucoup, et est-ce qu'on va plutôt voir arriver d'autres labels qui vont se développer plus? Où est-ce que va aller la tendance? Alors, c'est vrai que depuis plusieurs décennies,
on est allé avec des producteurs, avec des transformateurs, on est allé chercher ces produits dont l'identité était extrêmement liée au terroir et au savoir-faire. Donc ça veut dire que sans doute notre sourcing entre guillemets est un peu épuisé et qu'on ne va pas multiplier les appellations dans les années qui viennent. Mais ce que vous venez de dire est très intéressant parce que on voit qu'il s'agit d'une démarche collective. Une démarche collective, il s'agit d'une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche imposée aux producteurs. Et on est dans une démarche gagnante, c'est-à-dire que, et peut-être que Madame le dira tout à l'heure, mais on est dans une démarche où effectivement, comme vous l'avez dit aussi, non seulement le consommateur, mais le citoyen, mais aussi le producteur. Parce que l'appellation d'origine, comme nos signes officiels de qualité, c'est des outils de création de valeur. Ça crée le consentement à payer plus chez le consommateur. Et, c'est pas anecdotique, c'est aussi un outil pour mieux répartir la valeur ajoutée au bénéfice des agriculteurs. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une politique du ministère de l'Agriculture. C'est pour ça qu'il y a un établissement public, c'est pour ça qu'on a un service juridique, c'est pour ça qu'on a un réseau d'avocats qui, dans le monde entier, ouvre les procédures judiciaires à l'encontre de tous les usurpateurs du monde. C'est parce que c'est une politique agricole, d'abord au bénéfice des agriculteurs. C'est une politique au bénéfice de l'alimentation dans sa diversité, parce qu'on a sauvé des produits. C'est une politique d'aménagement du territoire. Donc on est bien là, au cœur vraiment de 3 politiques publiques. Et le témoignage que vous venez d'apporter est très important, parce que c'est la preuve, en quelque sorte, de la modernité de cette démarche. Quand monsieur est jeune, il s'est engagé dans un collectif. On est là vraiment, je veux dire, dans quelque chose qui relève vraiment d'une démarche positive, gagnante-gagnante. Alors, il y a une autre démarche qui est pertinente, parce qu'en plus, Denis Rochard le soulevait en historien de ces appellations. Est-ce qu'on ne va pas voir fleurir en revanche, puisque les AOP, on a bien fait le tour, vous avez dit le sourcing s'épuise un petit peu, mais il y en aura d'autres. Est-ce que ce n'est pas justement le bio qui va faire que vous allez avoir plus de reconnaissance? Et là, on n'est plus dans le collectif, on peut être dans l'individuel. Peut-être le préciser. Alors, on n'est pas dans le collectif, dans le bio, c'est vrai. Mais par contre, on voit maintenant de plus en plus d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui cumulent en quelque sorte l'origine et la bio, c'est-à-dire que vous pourrez voir sur un même produit le logo AOP et le logo AB ou le logo IGP et le logo AB. On a une véritable explosion de l'agriculture biologique. On voit bien qu'effectivement, à la fois l'offre et la demande augmentent, et c'est tant mieux. Mais je pense que demain ou après-demain, et on l'a vu pendant cette période qui, j'espère, est derrière nous, on a vu que de toute façon, on avait aussi de plus en plus de consommateurs qui avaient une demande de qualité et qui avaient besoin aussi d'une réassurance par rapport à l'origine du produit. Donc moi, je pense que demain, nos signes officiels de qualité, il faut qu'ils restent sûrs sur leur base. Il faut que les promesses soient tenues, la promesse de typicité, de spécificité pour AOP, IGP, la promesse de qualité supérieure pour le label rouge, la promesse de respect de l'environnement et du bien-être animal pour l'agriculture biologique. Il faut que ce soit respecté. Et on fait tout à l'INAO et au ministère de l'Agriculture. On accompagne les producteurs quand ils montent leurs conditions de production. On accompagne les producteurs quand ils veulent les modifier. Ensuite, on les contrôle et on les sanctionne de temps en temps. Et puis, on les protège. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, demain ou après-demain, avec cette montée en gamme de la demande aussi, les signes officiels de qualité ont toute leur place. Je vais revenir vers vous. Vous enseignez avec au moins 2 sites en ce moment d'enseignement, spécialement vers les eaux de vie, on en a parlé tout à l'heure, et puis la faculté de Poitiers. Est-ce que cette tendance vers le bio, cette tendance vers la qualité, vous la sentez justement dans les échanges que vous avez avec les futurs professionnels? Oui, c'est à confirmer. Bien sûr, le bio, il y a un phénomène d'engouement, mais c'est important ce que vous avez dit, Madame Guittard, sur l'appellation d'origine. Peut-être qu'il y en a moins parce qu'il y en a déjà eu beaucoup de consacrés, mais il ne faut jamais oublier
les lettres. AOC, appellation d'origine contrôlée. L'INAO gère, fait vivre le système. Donc même sur des appellations qui existent déjà, parfois il y a des demandes pour que ça évolue. Alors que AOP, l'Union européenne protège. Je dis, ne fait que protéger entre guillemets, mais elle protège le système est vivant de l'intérieur. Et on voit se développer le cumul. Après, sur le bio, oui, un phénomène qui se développe. Parfois parasité, on s'aperçoit avec beaucoup d'autres mentions. Je suis surpris dans le reportage de ne pas voir, surtout qu'on est sur les quais de Bordeaux, si j'ai bien compris, de ne pas avoir cité les appellations viticoles, qui sont quand même les plus nombreuses. Et si le bio se développe dans le secteur viticole, par exemple, on voit beaucoup d'autres mentions qui sont des certifications privées plus ou moins fiables. Hein. Je pense à la biodynamie Déméter, je pense à d'autres. Donc, le bio, je vais vous en citer une, tiens, puisque vous me parlez de ça, j'avais mis de côté, c'est un papier d'un journal que je ne citerai pas, qui est Sud-Ouest. On a fait un papier sur Fair for Life. Oui, tout à fait, très Première récent. appellation qui existe, on en a parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un problème de droit aussi, je peux créer une appellation et la distribuer ou comment ça se passe? Alors, en fait, il faut bien comprendre, hein, là, on est en présence de marques purement privées qui sont gérées par les gens qui sont derrière, le syndicat qui est derrière. Là, on vous parle de signes officiels qui sont inscrits dans le Code rural depuis la loi 2006 en rappelant la politique. Donc, ces démarches sont à saluer, sont encouragées, parce que c'est autant d'efforts pour la protection de l'environnement. Mais ne pas confondre les signes de qualité officiels et les mentions valorisantes en tout genre, qui parfois posent un problème de lisibilité. Alors peut-être qu'on a un problème déjà de qualité et savoir comment on définit la qualité. Alors nous, quand on cherche à définir des mots, on fait toujours appel à notre académicien préféré, Éric Orsena, va nous dire pourquoi c'est peut-être compliqué de parler de qualité en matière de sémantique. La qualité n'est pas définissable de façon froide parce qu'on peut dire des goûts et des couleurs, chacun, etc. Très bien. Mais au fond, on s'en rend compte immédiatement. Et on s'en rend compte encore une fois à la fois dans cette base de respect et c'est pas le n'importe quoi. Donc dès la première bouchée, on se rend compte. Mais il faut savoir que la qualité, elle s'apprend. Et en général, c'est la famille ou l'école qui peut apprendre ce qu'est la qualité. Donc, c'est un voyage, la qualité. C'est pas une donnée fixe. Donc, on apprend la qualité et petit à petit, comme on apprend à regarder, comme on apprend à écouter en écoutant de plus en plus de musique et si possible en pratiquant, eh bien, on apprend petit à petit à goûter, donc à respecter et on le voit dans le vin, bien sûr. C'est un savoir. Et le savoir accroît le plaisir. C'est ça qui est vraiment une des bases de ma vie, c'est que on dit ça le savoir joyeux, le gai savoir, c'est vraiment ce que m'ont appris mes parents et surtout mes grands-parents. Très bien, donc tout le monde n'a pas eu des grands-parents ou des parents, donc ça nous sert aussi, tous ces labels, ça peut remplacer cette transmission familiale qui n'a pas eu lieu. On a parlé du vin avec vous à l'instant, Denis Rochard, mais pas que. Est-ce que tous les produits potentiellement sont éligibles ou est-ce qu'il y a des familles de produits qui ne sont pas éligibles? Denis Rochard et puis Madame Guittard ensuite. Sur l'appellation d'origine particulièrement? Oui, tout à fait. Alors, c'est très large, hein, puisque c'est devenu, depuis la loi de 90, l'ensemble des produits agroalimentaires. Alors, fort logiquement, l'histoire fait qu'il y en a un maximum en vin, beaucoup en fromage, et puis le reste de l'agroalimentaire y arrive progressivement. On a bien vu un Breton citer l'appellation d'origine coco de Paimpol. Donc, c'est très large, et c'est même notable que ça rayonne aussi hors secteur agroalimentaire. Et ça, c'est intéressant. Hein. La loi française a quand même consacré les indications géographiques en 2015 pour les produits artisanaux ou industriels. Donc ça y arrive. Donc ça veut dire que c'est un système qui performe et c'est vraiment l'agroalimentaire au sens large qui est couvert par tous ces produits. Marie Guittard, les Bretons, on va pas parler que d'eux, mais ils ont parlé tout à l'heure de maquereaux en boîte, donc on est toujours un peu surpris. Et des œufs, est-ce que là, effectivement, on peut aussi parler, alors pas du label bio qui peut être attribué, mais sur ces AOP, sur ces AOC, est-ce qu'on peut effectivement penser que tous les produits sont éligibles ? Alors, il y a des subtilités qui font que les appellations d'origine protégée ne sont pas facilement accessibles aux produits transformés ou aux produits élaborés. Donc, alors, évidemment que le vin est un produit transformé et élaboré. Je n'irai pas jusque-là, mais jusqu'à dire le contraire. Mais on est sur des produits qui sont, j'allais dire, bruts ou en tout cas de première transformation. Et le signe le plus adapté, en quelque sorte, aux produits transformés, c'est le label rouge. Et donc, je pense que c'est à ce à quoi il était fait allusion. On a là un outil qui, lui aussi, est capable de répondre à une demande croissante, liée aussi au mode de vie. Hein. Et donc, on voit beaucoup de dossiers arriver à l'INAO pour des produits qui vont vers de plus en plus d'élaboration et de préparation.
Alors justement, dans ces produits qui sont de plus en plus reconnus, il y a votre produit. Paul, vous avez tout à l'heure présenté votre parcours rapidement. Paul Dieudonné, 26 ans, vous arrivez depuis peu de temps dans cette entreprise. Vous arrivez avec des grandes ambitions et ce n'est pas une critique, on vous invite même à nous les préciser. Vous pariez sur cette AOP pour développer le chiffre d'affaires. J'aimerais bien que vous nous donniez les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres que vous envisagez et pourquoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment une corde à notre arc supplémentaire, cette AOP, qui doit nous permettre aujourd'hui de passer d'une petite structure familiale. Ce moulin, juste en parenthèse, il est dans notre famille depuis 1857, donc c'est vraiment l'ADN familial qui a porté cette fabrication d'huile de noix. Petite parenthèse, moulin qui se visite, j'invite les gens à y aller, magnifique dans le Périgord, même si je crois savoir que la saison s'annonce déjà très très chargée, donc on peut faire des allers-retours depuis la Nouvelle-Aquitaine dans la journée, mais c'est très sympa, je vous ai coupé. Exactement. Et donc voilà, ce savoir-faire s'est transmis en fait de génération en génération, et aujourd'hui il est, comme d'autres moulins dans le Périgord, crédibilisé et valorisé par cette AOP huile de noix du Périgord. Si on parle des ambitions donc de la société, le chiffre d'affaires d'aujourd'hui et vos ambitions, c'est vraiment révélateur. Oui, alors aujourd'hui on est une petite société, 8 salariés, un chiffre d'affaires qui avoisine qui est aux alentours de 450 000 euros, avec une ambition de le tripler, voire de le quadrupler à 3 ans. Notamment au travers de l'huile de noix du Périgord. Et au sein de ces axes de développement, on va avoir, comme je pouvais le dire tout à l'heure, l'export, le tourisme également, faire découvrir notre région, faire découvrir notre produit. Et même pour cette démarche touristique, l'AOP était très intéressante parce que ça assure finalement au consommateur qui vient chez nous qu'on lui raconte effectivement une belle histoire, c'est vrai, mais qu'également le produit qu'il va acheter chez nous, qu'il va consommer, est réellement issu du territoire. Et ça, c'est très important dans la valorisation de tout notre savoir-faire et du territoire périgourdin. Très concrètement, et on va retrouver nos micro-trottoirs préférés toujours sur les quais de Bordeaux, merci de ce coup d'œil. Est-ce que le consommateur lambda qui vient, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est représentatif, qui vient au moulin, justement s'inquiète de ça, de sourcer, il est chez vous évidemment, il sait que c'est là, il s'inquiète de savoir justement comment vous êtes valorisé, comment vous êtes reconnu? Oui, complètement. Alors il s'inquiète... En tout cas, il s'inquiète, il s'interroge. Il s'interroge, en tout cas, dans un premier temps, de l'origine, vraiment de la matière première. Okay. Parce que nous ne sommes pas producteurs de noix, nous sommes transformateurs. Donc le consommateur, la première question quand il arrive chez nous, une des premières questions, c'est l'origine. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est pris en considération et qui est crédibilisé par l'AOP aujourd'hui. Allez, on va confirmer ça avec nos témoins qu'on a croisés effectivement sur les quais de Bordeaux et on se retrouve tout de suite sur le plateau. Ça induit des conduites d'achat. Hein. Il est évident que nous, on achète pas mal en agriculture biologique ou autrement en AOP ou en label rouge. Quoi. Moi, franchement, j'ai pas le choix parce que si je prends sans label rouge, monsieur mange pas. Et comme c'est moi qui fais la cuisine, de toute façon, et les achats, très souvent, j'achète soit en label rouge, soit, je vous dis, en AB ou en AOP. Quoi, voilà. Personnellement, je pense que je fais pas attention parce qu'il y a tellement d'informations sur les emballages qu'ils passent un peu inaperçus. En tant qu'étudiante, généralement, ils sont plus chers. Donc, si j'avais les moyens, oui. Mes parents, oui. Moi, non. Perso, je prends que de la viande où j'ai une certitude de l'origine, de la provenance. Parce que l'AOC, c'est en fonction de comment est produit le truc. Donc, pour ce qui est fromage ou vin, c'est pas mal. Enfin, j'aime bien. Mais je pense que quand je suis à la maison et que je regarde ce que j'ai acheté, je me dis « Ah oui, lui, il est bio », mais j'y prête pas attention quand je vais acheter, en fait. Moi, je connais... Enchaîner les amis de la régie, mais on se retrouve en direct. Pas de soucis, c'est les aléas. Paul, je reste avec vous justement, puisqu'on a vu que c'était important dans l'achat pour ces gens d'avoir, et vous le disiez vous-même au moulin, est-ce que ce parcours que vous avez vécu, je le rappelle avec beaucoup de passion, est un peu le parcours du combattant pour aller chercher l'AOP? Alors, il y a une démarche... Dites vraiment ce que vous pensez, Marie Guittard va répondre. Il y a une démarche qui a été initiée, qui est longue, bien évidemment, mais qui révèle aussi toutes les caractéristiques finalement de l'AOP, de l'huile de noix du Périgord. Parce que comme je le disais aujourd'hui, il y a deux façons de fabriquer, l'huile de noix en pression à chaud, l'huile de noix en pression à froid. Il a fallu plus de 10 ans à cette AOP pour voir le jour, mais parce qu'elle révèle plein de complexités. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi le fait qu'on va dans le fond des choses et que la démarche, elle est vraiment crédible parce que tout un travail de recherche a été fait pour prouver que l'huile de noix en pression à froid existait vraiment
dans l'état ancien, donc ce qui est caractéristique du territoire, parce que l'huile de noix en pression à chaud, on était tous convaincus que oui, c'est l'identité de l'huile de noix du Périgord, mais il y en avait également une autre. Et donc plus de 10 ans de travail, mais qui aboutissent derrière sur... Alors justement, Marie Guittard, et on ne va pas se mentir, on en a parlé avant de faire ce plateau, le fameux délai d'obtention de l'AOP ou d'une autre. Juste une petite distinction sémantique, et Eric Orsena vous en remerciera. J'apprécie assez que vous aviez, quand je vous ai parlé de cahier des charges, je préfère parler de conditions de production. On va commencer par ça, et après on va parler du délai. Pourquoi vous employez ce terme de conditions de production plutôt que cahier des charges? Vous avez l'impression que c'est un peu punitif, ce cahier des charges? C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le mot cahier des charges parce que ça donne l'impression que les producteurs vont ployer sous des charges plus ou moins paperassières, plus ou moins administratives. Bon, on s'imagine bien le contenu. Et donc ce terme de cahier des charges, je le trouve pesant. Voilà. Et donc je préfère qu'on parle des conditions de production parce que ça dit beaucoup plus la réalité de la démarche des producteurs. Ça a été souligné tout à l'heure. D'ailleurs, monsieur a eu la délicatesse de dire que c'était long, mais pas trop long. Mais pour obtenir une AOP, les délais ne sont pas les mêmes pour un label rouge ou même pour une IGP. On est là sur des produits, comme vous l'avez dit, qui trouvent la justification de ce label dans leur histoire, dans les savoir-faire locaux, dans les usages, ce qu'on appelle les usages locaux, loyaux et constants. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de professionnels à l'INAO qui accompagnent ceux qui ont un projet. Et donc, il y a un peu de maïotique. On va chercher loin l'histoire du produit. Et tout notre travail, justement, c'est d'accompagner les porteurs de projets pour qu'ils se définissent des conditions de production à 360 degrés, c'est-à-dire les plus pertinentes possibles, que ces conditions de production soient contrôlables, parce que monsieur, on n'en a pas encore parlé, mais il faut effectivement que ce soit contrôlable, ce qui est écrit, donc c'est très important. Il y a le fond et puis il y a la forme, il faut que ce soit contrôlable. Et puis il ne faut pas oublier que seuls ceux qui respectent ces conditions de production vont pouvoir utiliser le nom géographique. Ça veut dire qu'il faut quand même être solide sur le plan juridique, parce que ça veut dire, à contrario, par effet miroir, qu'on interdit à ceux qui ne respectent pas ces conditions de production d'utiliser le terme Périgord, par exemple, qui sont des mots assez magiques et qui sont assez tentants pour faire de la fausse monnaie. Donc, vraiment, je pense que votre témoignage est intéressant parce qu'à la fois vous dites c'est long, mais c'est tellement engageant que ça mérite quand même d'y prendre un peu de temps. Alors, on va voir aussi que ce mot magique peut fonctionner au-delà du Périgord sans faire offense à notre visiteur du jour. On va aller au Pays Basque, on va aller à Espelette, donc vous doutez de quoi on va parler. On va chez Gilbert d'Argaillette. Voilà, c'est Gilbert d'Argaillette, producteur de piment d'Espelette. Je produis donc dans les 27 000 pieds de piment et donc je fais tout de A à Z, donc de la production à la transformation. L'AOP, donc c'est des manières de culture, c'est garder la variété, donc qui est la variété Gorilla, et donc être dans un lieu qui est agréé. C'est un dénivelé, il faut pas être trop en altitude, il faut pas être trop bas, voilà. Et après c'est une question de terroir. Pour la culture, pour la production de notre piment d'Espelette, c'est vraiment faire attention à notre sol, qui est notre mère, ne pas exagérer en rien. Le piment a besoin de pousser, mais il n'a pas besoin d'être dopé. Voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Voilà. L'important, c'est de faire un piment d'Espelette AOP, donc de qualité, et donc le triage est très 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 important dans toute sa durée. Voilà. Dès la cueillette, le triage, le retriage, et avant le four et après le four qui est très très important. Pour faire un piment de qualité, c'est vraiment toutes ces étapes qui sont importantes. Alors, le piment d'Espelette AOP, on le retrouve, donc on peut le commercialiser donc en poudre, en corde, ou en entier frais. Voilà. Et c'est les trois formes de vente que l'on peut faire avec le piment d'Espelette. Ce qui me pousse à me lever tous les jours pour travailler, c'est toujours de se remettre en cause pour faire de la qualité. C'est vraiment notre cheval de bataille, c'est la qualité plus. Tout avec amour.
Je suis le premier consommateur de tous mes produits. Denis Rochard, sur cette notion de qualité, de donner du temps au temps, comme aurait dit un Charentais célèbre, et on est toujours en Poitou-Charentes, c'est une nécessité justement aujourd'hui, ou est-ce que ce calendrier qui est défendu évidemment avec talent par Marie Guittard est aujourd'hui un peu dépassé? Est-ce qu'il faudrait accélérer ou est-ce qu'il faut justement respecter ces délais? Non, je pense que c'est une nécessité. Alors, il est certain que c'est long quand on le vit, quand on porte le projet. Mais c'est une nécessité parce qu'il s'agit de consacrer un signe qui, après, n'a pas de durée de vie une fois qu'il est attribué. Et puis, 10 ans pour la AOP concernée, mais parfois, c'est des délais un peu 4, 5 ans. Donc non, ça ne me semble pas du tout excessif. On n'est pas dans une démarche purement privée de quelqu'un qui va déposer une marque et qui, en 1 an, va l'avoir. Et j'ai bien aimé que vous parliez de conditions de production, parce que je partage le sentiment plutôt que de cahier des charges, parce que cahier des charges, c'est ce qu'on retrouve avec 2 acteurs qui déposeraient une marque, par exemple, qui se fixeraient une règle du jeu. Il n'y a pas de notion. La condition de production, on voit bien ce dont on parle. Donc non, moi, ça ne me semble pas long. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que c'est les acteurs qui sont à l'origine du projet qui déterminent les conditions de production. L'INAO accompagne, etc. Mais il ne faut jamais oublier que quand le décret est présenté finalement au ministère, le ministère a le choix entre signer ou ne pas signer, mais ce n'est pas le ministère qui va dire pourquoi vous avez prévu telle étape. Donc ça me paraît normal et rassurant même, que ça n'aille pas trop vite. Alors c'est encourageant, il y a l'audience qui s'interroge, et je vais vous poser la question à Marie Guittard, puis on va peut-être compléter si besoin. Auré Véry qui pose une question, quel est le coût pour obtenir un signe de qualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que j'envisage, moi, producteur ou association de producteurs, un budget conséquent ou pas, ou est-ce que c'est une opération qui est gracieusement mise à mes dispositions par l'État? Alors c'est une opération qui est mise gracieusement à la disposition des opérateurs qui veulent se lancer dans un projet. Nous avons la chance d'avoir un établissement qui a de nombreux sites sur le territoire, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, y compris la Corse. Et donc nous avons des équipes qui accompagnent les porteurs de projets. Nous avons des professionnels bénévoles qui mènent ce qu'on appelle dans notre jargon les commissions d'enquête, qui sont ces commissions d'accompagnement pour élaborer les projets. Bien sûr qu'il y a un coût. Il y a un coût, c'est-à-dire qu'il y a un coût en matière de réunion. C'est vrai. Il y a peut-être un coût pour certaines personnes qui vont être, j'allais dire, prises dans des démarches qui vont Après, il y a un coût de contrôle, effectivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu la dite appellation, ou l'IGP, ou le label rouge, ou l'AB, on a un coût de contrôle, puisque... À quel rythme ces contrôles, Madame la Directrice? Alors, ces contrôles sont des contrôles qui sont réalisés par des organismes certificateurs, c'est-à-dire des organismes qui répondent à une norme internationale et qui garantit en quelque sorte leur légitimité à le faire, leur indépendance et leur capacité professionnelle de leurs agents. Ils sont habilités par l'INAO. On regarde effectivement qui sont les contrôleurs qui vont faire les contrôles sur le terrain. Et ces contrôles font l'objet d'une validation. Les plans de contrôle font l'objet d'une validation par l'INAO. Et donc, selon, l'importance de la production, selon la répartition géographique, on a des taux de contrôle qui sont variables d'un organisme certificateur et d'une appellation à l'autre. Et c'est doublé aussi, ces contrôles, par des contrôles internes qui sont faits par le groupement de producteurs. Ok, c'est clair. Je crois que c'est très clair et de plus en plus grâce à cette émission modestement qui va y participer pour nous Français. Est-ce que c'est quelque chose, Karine Latouche, parce qu'on vous attend sur cette partie export et l'international, on va en parler aussi avec Paul qui a dit tout à l'heure qu'il allait viser aussi ce marché-là. Et puis on sait que pour le vin, c'est juste primordial et parlons pas des spiritueux, puisqu'on est aussi en Poitou-Charentes et qu'on ne peut pas oublier le poids immense du cognac dans l'économie régionale. Est-ce que c'est
repères, est-ce que ces labels ont vocation à nous aider, nous, producteurs français, à mieux investir, à mieux se déployer sur les marchés internationaux, ou est-ce qu'ils sont encore un peu discrets, ces labels ? Alors, comme il a été mentionné tout à l'heure, effectivement, on a déjà différents types de labels. Il y a le label rouge qui est vraiment franco-français, et au contraire des appellations telles que l'AOP ou l'IGP qui ont été définies par une politique européenne, basée sur des démarches françaises, italiennes ou espagnoles au début des années 1900. Maintenant, c'est un label européen. Donc à ce titre, nous, donc à INRAE, en économie, on s'est posé une question qui semblait assez simple au départ. Est-ce que l'AOP ou l'IGP, on est parti d'abord sur l'AOP, est un facteur de compétitivité, un déterminant clé de la compétitivité à l'export des entreprises agroalimentaires françaises. Donc cette question assez simple est vite devenue extrêmement compliquée puisqu'il est très difficile de suivre les flux en fait, de ces produits. Là, ça va être technique, il faut que vous précisiez, allez-y. Donc juste, voilà, ça a été un long travail de mise en relation parce que, de bases de effectivement, données. pour le consommateur, je pense qu'il ne sait pas ce qui est la subtilité. Voilà, donc par exemple le comté, on parlait du comté, du roquefort, c'est des produits précis sur un marché, mais nous, il faut qu'on les retrouve dans nos données pour aller et analyser l'effet de ces AOP à l'international. Donc on va regarder les données des douanes, par exemple, le commerce extérieur français, et il faut qu'on identifie ce comté dans les bases de données. Et c'est extrêmement compliqué. Les douanes sont identifiées, enfin les produits exportés sont identifiés par des codes à 8 chiffres. Et il faut qu'on aille retrouver le comté ou l'huile de noix dans les codes à 8 chiffres. Et c'est un long travail. Et comme on a vu sur le piment d'Espelette, par exemple, il y a différentes formes. Il y a le piment frais, il y a le piment en poudre. Et alors là, on a autant de codes derrière à suivre dans les douanes. Donc c'est une partie extrêmement compliquée. Donc on est parti sur les fromages AOP qui étaient quand même plus simples à identifier. Et on s'est intéressé à la compétitivité à l'export. Donc on a regardé 4 facteurs. La valeur unitaire, donc ce n'est pas le prix de vente, hein, soyons clairs, c'est la valeur exportée divisée par la quantité de produits pour avoir un pseudo-prix, on va dire, mais qui a quand même beaucoup de biais, etc. Donc c'est une valeur unitaire. Et on montre que les produits sous fromagés, et le beurre et les fromages sous AOP, sont vendus 11,5% plus cher que les autres, ont une valeur unitaire supérieure, et c'est une valeur moyenne sur l'ensemble des marchés d'export, européens et non européens. Premier point. Deuxième point, on s'est intéressé... Juste une précision, on va finir, parce que c'est très intense, Karine Latouche. Ces 11,5%, c'est une réalité scientifique. On ne remet pas en cause le travail que vous faites en tant qu'INRAE. En revanche, on peut peut-être préciser si ces 11,5%, ils vont chez le producteur ou s'ils sont partagés avec le producteur, le distributeur ou d'autres. Ça sera les producteurs qui vont nous écouter vont dire « Oh, il faut que j'y aille, je vais faire 11,5% de progression de ma marge sur mon produit. » Alors, petite précision, on travaille là sur des données des entreprises exportatrices agroalimentaires, grâce aux données fournies par l'INAO sur les opérateurs habilités. C'est-à-dire que tous les flux qui passent par des grossistes, notamment, on ne les a pas, on les perd. Donc peut-être que ça viendrait un peu nuancer, peut-être augmenter, peut-être diminuer ce pourcentage. Ensuite, la difficulté pour retracer où vont ces 11,5%, là c'est encore une autre étude en tant que telle, puisqu'il faudrait aller voir effectivement comment se décomposent ces 11,5%. Ce qui est sûr, en revanche, c'est grâce à l'approche territoriale, on est à peu près sûr quand même que ces 11,5% reviennent sur le territoire, en termes d'emploi, de l'origine du produit, en termes d'emploi, en termes de développement rural, en termes de développement local, etc. Donc là, il y a des études qui commencent à arriver, puisque les données sont de plus en plus riches. On a quelques retours, notamment en Italie, et des choses extrêmement intéressantes. Donc, premier point positif, le qualifié comme tel, vous aviez parlé de 4 points. On s'est intéressé aussi à la qualité perçue. Donc, on n'est pas allé faire des enquêtes dans tous les pays du monde. On regarde nos données et on mesure. Donc, je passe la méthodologie, mais on mesure la qualité perçue dans les différents marchés du monde, par exemple le camembert au Japon, etc. Et on montre qu'il y a une qualité perçue dans différents pays, et notamment européens ou non européens. Là, on a été plus surpris. C'est important parce qu'on a vu que les labels étaient européens, on n'a pas parlé du reste du monde, en sachant, on peut en parler maintenant, que certains pays ferment les yeux là-dessus, ils ne regardent pas trop. Voilà, donc ça, je vais y revenir dans le troisième point, qui est la probabilité d'exporter. On a mesuré la capacité, la probabilité que les opérateurs qui font de l'AOP exportent plus que les autres ou pas. Et on montre qu'ils ont une probabilité plus élevée d'exporter sur les marchés européens, donc ça, c'était attendu puisque c'est un label européen, mais aussi sur les marchés qui reconnaissent eux-mêmes les indications géographiques. Et c'est là que la nuance est importante. Effectivement, les marchés tels que le Japon, le Vietnam, la Chine ou l'Inde, qui eux-mêmes ont fait reconnaître des indications géographiques en Europe, que ce soit le thé d'Darjeeling en Inde,
Et il y a d'autres exemples. Donc sur ces marchés-là, les exportateurs français peuvent tirer leur épingle du jeu parce que les consommateurs dans ces pays-là sont déjà habitués à ce type de démarche. C'est un levier repéré. C'est un levier repéré. Très bien. L'autre facteur... donc notre troisième facteur... Non, là on est au quatrième. Là, quatrième, on est au troisième, la probabilité. C'est moi que j'essaye de vous n'avez pas suivi. Le quatrième facteur, c'est la quantité exportée. Oui. Et là, on ne montre pas d'effet, quel que soit le marché. Ce qui veut dire que les producteurs de produits AOP, enfin les exportateurs, vendent plus cher, accèdent à plus de marchés, mais ne vendent pas des quantités plus grandes. Enfin, évidemment, ils sont peut-être limités aussi par les volumes qu'ils peuvent exporter. Donc voilà l'ensemble des 4 facteurs qu'on a regardés. Et tout ça nous fait dire on sent bien que la politique de l'Union européenne d'aller caser les indications géographiques dans ces accords internationaux est quand même une piste très intéressante, puisque protéger les appellations d'origine AOP, IGP sur les marchés étrangers est un premier pas, en fait, déjà vers la protection, comme l'a dit Madame Guittard, mais aussi vers la reconnaissance des consommateurs et donc une capacité pour les exportateurs français d'atteindre ces marchés. Alors, justement, on vient de parler de la Chine. Moi, j'aimerais bien avec vous, puisqu'on sait que vous avez aussi beaucoup aidé, formé en Chine, à Shanghai, entre autres, Denis Rochard. En quoi ce que sont ces bonnes nouvelles peuvent encore être une meilleure nouvelle, si je puis dire, pour éviter justement la contrefaçon et pour contrer, on l'a vu tout à l'heure, ces produits qui font l'effort d'aller chercher une appellation? La Chine, c'est le bon exemple, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait que c'est un pays où la contrefaçon est, on va dire, importante, pour employer un terme assez neutre. Et en même temps, on s'aperçoit que la Chine elle-même, parfois, est copiée sur certains produits. On peut citer le thé de puer, qui est très, très, très célèbre dans le monde. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les contrefacteurs, encore une fois, quand ils sont eux-mêmes copiés, s'intéressent à la protection. Et le cognac, puisqu'on est quand même dans la région, il faut rappeler que c'est 98,2% à l'export, le cognac, qu'à lui seul, c'est pratiquement 3 fois le chiffre d'affaires des labels, tout confondu en France. La première appellation au monde qui a été reconnue par la Chine, hors non géographique chinois, c'est le cognac, dès les années 2000. Et puis la politique se poursuit, les appellations bordelaises, l'accord 100 sur 100 qui vient d'être signé, où on retrouve des appellations fromagères. Donc on s'aperçoit que c'est un peu la tête de pont, le cheval de Troie, pour leur faire prendre conscience, se protéger et après les accueillir, puisque souvent ce sont aussi des accords de réciprocité. Si vous vous engagez à protéger nos appellations, on recevra favorablement vos propres appellations. Donc ça, c'est très, très, très important de lutter et d'aller à l'export avec ces têtes de pont que sont les appellations fromagères, les appellations viticoles et le cognac, bien sûr. Alors, on va avoir une question de Magali Chevalier qui va justement nous interroger et vous interroger des experts sur un souci qu'elle a à l'export. Elle est présidente de la filière agneau du Périgord. On va l'écouter dans quelques secondes. Avant, j'ai une question de l'audience. J'aimerais bien qu'on puisse y répondre. On voit de plus en plus d'indications HVE. Quelle est la spécificité de ce signe? C'est Olivia Dimbar qui nous pose la question. Est-ce qu'ici, quelqu'un veut répondre sur ce label ou pas label HVE? Je peux répondre. Très bien, Marie Guittard, merci beaucoup. Je peux répondre parce qu'il se trouve que c'est un label qui est délivré par le ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est un label que vous voyez sans doute de plus en plus, effectivement, et qui est un label qui est lié au respect de conditions de production, d'un référentiel qui a été établi par le ministère de l'Agriculture et qui traduit en quelque sorte une démarche d'une exploitation agricole pour avoir le moins possible d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire de construire des démarches qui font que l'agriculteur raisonne de plus en plus, par exemple, l'utilisation de produits phytosanitaires. Il va aussi raisonner l'utilisation de l'eau. Il va mettre en œuvre des démarches pour favoriser le développement ou la restauration de la biodiversité. Je ne suis pas encore rabais avec HVE. Ah non, alors c'est deux sujets, si je puis dire. Je ne les compare pas, je ne hiérarchise pas l'un vers l'autre. Alors, c'est un sujet très, très sensible. J'ai cru comprendre. Voilà, c'est très sensible, mais pour autant, le périmètre du référentiel de HVE n'est pas le même que ce qui est vérifié dans le cadre des conditions de production pour bénéficier d'agriculture biologique.
Denis Rochard, je sentais que vous étiez impatient. Je rebondissais juste pour dire que dans la loi, les choses sont très claires. Hein. Dans le code rural, je ne vais pas donner l'article, mais pour perdre les gens, mais il y a bien 3 choses qui sont prévues. Il y a les signes officiels de qualité d'HVE ou d'AB, d'origine aujourd'hui. Ensuite, il y a les mentions valorisantes. D'accord. Et HVE n'est qu'une mention valorisante. D'accord. Première chose, donc ce n'est pas un signe officiel de qualité. Deuxième chose, c'est que HVE certifie l'exploitation, alors que là, on parlait de signes qui certifient le produit. Et juste pour montrer l'importance par rapport à AB, c'est que quand on est AB, on a déjà un niveau forcément HVE qui est reconnu. Alors tout HVE n'est pas AB. Alors on sent l'engouement dans le monde du vin, et ça va être porté par le fait aussi, peut-être que récemment, la loi accorde un crédit d'impôt maintenant aussi aux gens qui sont en HVE. Mais c'est un premier pas pour faire mieux. Merci de cette précision, et puis on remercie aussi les gens qui nous posent des questions, parce que c'est vraiment fait pour ça. On veut être le plus didactique possible sans vous ennuyer, et je pense que c'est important qu'on puisse distinguer ces différents logos. Allez, on va répondre, j'espère en tout cas, à la question de Magali Chevalier. On retourne en Périgord, chez vous, Paul, pas tout à fait au même endroit. Je rappelle, elle est présidente de la filière agneau du Périgord, Madame Chevalier. Bonjour, je suis Magali Chevalier, éleveuse d'agneaux en Périgord, présidente de l'ODG Aréoblin, qui est en charge les filières agneaux du Périgord IGP Label Rouge et agneaux de lait des Pyrénées IGP Label Rouge. Nous avons dans la filière agneaux de lait des Pyrénées 700 éleveurs engagés en IGP qui produisent 150 000 agneaux labellisables et dont seuls 20 000 sont vendus en IGP. Soit un taux de labellisation entre les agneaux conformes et les agneaux effectivement vendus en IGP de 15%. Pour ces éleveurs qui respectent scrupuleusement le cahier des charges, qui sont contrôlés et supportent les coûts de contrôle, ce faible taux de labellisation est en partie dû à un intérêt limité des revendeurs pour l'IGP, qui méconnaissent les garanties apportées par les SICO, notamment en viande. Lorsque l'on fait ce constat, et que l'on voit dans les enquêtes consommateurs le manque de notoriété des sigles IGP et même AOP, n'y a-t-il pas un réel travail de communication et de vulgarisation à mener auprès des consommateurs sur les SICO, à l'échelle européenne et nationale? Et quels sont les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de mener ce travail? Nous, éleveurs, restons convaincus du bien fondé des démarches sous signe de qualité, et nous faisons ce qui est en notre pouvoir, à notre échelle, pour promouvoir nos produits sous SICO. Je vous remercie par avance de vos réponses et vous souhaite un excellent débat. Marie Guittard, je crois que c'est pour vous. Et on salue les oiseaux du Périgord et les cerfs du Périgord qui accompagnent cette vidéo. Alors, Madame Guittard, qu'est-ce qu'on peut répondre, parce que vous êtes interpellée, pouvoir public. Alors, interpellée à double titre. La première partie de l'intervention de Madame la Présidente est relative à ce qu'elle appelle les produits labellisables et les produits commercialisés sous le label. Et là, elle parle de 15%. Ça veut dire qu'effectivement, sur 100 animaux qui ont respecté les conditions de production, il y en a 15 qui partent à la consommation sans ce label, alors qu'ils pourraient le porter, et 85 qui partent sans ce label. La difficulté à laquelle il est fait allusion, c'est effectivement ce qu'on appelle la structuration de filière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est un sujet dont on s'occupe beaucoup à l'INAO et où on essaie en quelque sorte d'interprofessionnaliser les filières, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait la production, mais pour qu'elle atteigne le consommateur, il faut que les producteurs, en quelque sorte, tirent les choses pour qu'il y ait d'autres opérateurs que des opérateurs producteurs, et que ces opérateurs, que ce soit des abatteurs en l'occurrence, ou des négociants, aient un intérêt en quelque sorte eux-mêmes à promouvoir cette IGP. Quelle solution on peut entrevoir justement cette question précise, sans dire qu'on va les régler demain, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour... mais comme solution précise, il faut impérativement, et là on est dans des cas qui sont minoritaires quand même, dans le secteur surtout dans le secteur de l'élevage, où il faut que les producteurs soit acquièrent des outils qui leur permettent d'aller jusqu'au consommateur, soit créent les conditions pour que des opérateurs souvent peu convaincus le soient de l'opportunité
de différencier, par exemple, les chaînes d'abattage, parce que derrière, effectivement, il y a des coûts. Donc il faut arriver à ce que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que vous voulez apporter une précision, Karine Latouche, parce qu'on sait que l'export, c'est votre domaine de prédilection, et quand on parle de solutions, on peut peut-être parler d'une étude que vous êtes en train de mener pour nous donner résultat à une prochaine conférence de l'ANA. Mais c'est important de montrer comment vous faites le suivi et peut-être aussi d'accompagner ce genre de produit et de son impact sur l'export. Alors, effectivement, à l'export, sur sensibiliser les consommateurs français, là, je ne pourrais pas dire grand-chose, mais effectivement, à l'export, là, il y a un projet européen que je coordonne qui s'appelle BAT-Model et dans lequel on va exploiter les bases de données de l'INAO depuis donc, 2012. On a commencé par identifier nos flux, comme je l'expliquais tout à l'heure, en 2012. Maintenant que c'est fait, on va essayer d'analyser de 2012 à 2020 ce qui se passe notamment dans le cadre des accords internationaux qui ont été signés depuis 2012. Et depuis 2012, on est dans la nouvelle génération des accords commerciaux qui sont de plus en plus exigeants, enfin qui vont de plus en plus loin, mais qui intègrent pour nous, Européens, des indications géographiques, ce qui est extrêmement intéressant, comme je le disais. Et en suivant ces bases de données de 2012 à 2020, on va pouvoir aller voir est-ce que cette politique a un effet. Alors un effet sur les appellations qui sont mentionnées dans les accords, hein, le comté, le roquefort, le reblochon, enfin les plus connus, mais également un effet d'entraînement, en fait, comme une éducation des consommateurs dans les différents pays qui sont concernés pour finalement les sensibiliser à d'autres types d'indications géographiques. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer, enfin tenter de mesurer dans nos données dans les années à venir. On en reparlera volontiers. Je reviens aux questions de l'audience. Il y en a une que je vais vous poser, Paul. Comment vous pouvez garantir, c'est quelqu'un qui s'inquiète justement des différences de qualité dans une même AOP. On va prendre votre exemple. Alors évidemment, la vôtre n'est pas en cause, elle est forcément excellente. On ne va pas dire chose aujourd'hui autour de ce plateau. Comment vous garantissez, justement, c'est la question de cette personne, comment vous garantissez qu'il y a la même qualité chez différents producteurs, comme disait Marie-Guitare tout à l'heure, quand la démarche est collective? C'est un réel enjeu. Alors le premier point par rapport à ça, c'est que si je prends l'exemple de l'AOP Huile de Noix du Périgord, il y a 4 variétés de noix qui ont été identifiées comme des variétés traditionnelles de la région et qui servent donc à la fabrication de l'huile de noix, la Marbeau, la Corne, la Grandjean et Franquette. Donc ça, c'est un premier point. La qualité de cette noix-là permet de certifier la qualité du produit à la fin. Et puis il y a le référentiel de production, puisque j'ai compris que le cahier des charges n'était pas forcément approprié. On dit ce qu'on veut ici quand même, Paul. Non, mais voilà, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que tout le travail de recherche qui a été fait sur le produit permet d'adopter une démarche commune. Alors bien évidemment, l'identité de chaque moulin, dans notre cas, ou de chaque transformateur est réelle. C'est-à-dire que l'huile de noix que nous fabriquons, nous, ne sera pas forcément exactement la même que nos confrères. Elle aura une typicité et un goût qui sera différent, mais de manière générale, on atteint quand même un standard de qualité qui est supérieur et qui est réassuré, et on parlait de réassurance du consommateur justement, ouais, qui est réassuré par tout ce référentiel et qui permet d'avoir une démarche globale de qualité. Marie-Guitare, je vais vous donner la parole et en même temps, ce ne sera pas pour rien, parce que j'ai une autre question qui vous est totalement, qui est totalement dirigée vers vous, pour vous. C'est l'INAO ne sent-il pas parfois à la pression ou sous la pression de nombreux lobbies? Donc première question, si vous voulez, comment vous garantissez quand j'ai 40, 50 producteurs que qui que ce soit, j'aurai un produit de qualité? Et deuxième chose, comment vous résistez aux lobbies qui vous demandent des reconnaissances qu'ils ne mériteraient pas? Alors, je voudrais juste ajouter et revenir d'ailleurs sur la comparaison ou l'allusion qu'a faite tout à l'heure Éric Orsena au monde de la musique. Oui. C'est que c'est dans toutes les appellations, c'est certainement vrai pour d'ailleurs le cas de l'huile du Périgord. Les conditions de production, c'est la partition. Et puis, chaque opérateur, c'est l'interprète de cette partition. Et donc, c'est vrai dans le vin, c'est vrai dans le fromage, c'est vrai dans l'huile de noix du Périgord. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une démarche collective, mais qui n'empêche absolument pas chacun d'exprimer ses particularités ou ses spécificités. Alors, les lobbies et l'INAO. Êtes-vous sous la pression des lobbies, déjà, oui ou non, et comment vous résistez? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un lobby. On a des très très gros lobbies et des tout petits lobbies, et les deux sont redoutables parce qu'effectivement, en quelque sorte, c'est des pousses au crime. Pourquoi pousse au crime? Pousse au crime parce qu'ils voudraient que l'on accorde un signe officiel de qualité dans des conditions qui font que la solidité
de ce signe de qualité ne sera pas garantie pour l'avenir. Donc, on a effectivement deux solutions, hein, et c'est les mêmes, je pense, vis-à-vis des petits opérateurs comme des gros opérateurs. D'ailleurs, à l'INAO, on ne fait pas la différence entre gros opérateurs et petits opérateurs. Vous avez des gros opérateurs qui respectent très très bien les conditions de production, des petits opérateurs qui les respectent très très bien, et vice-versa pour ceux qui les respectent pas. On a deux solutions. La première, c'est effectivement d'interrompre l'instruction du dossier, ou alors de la faire traîner pendant des décennies, quelques exemples. Donc on est à l'abri de l'impact des lobbies, parce que d'abord, on fonctionne avec, dans nos instances, des professionnels qui savent parler à d'autres professionnels, et donc qui aussi savent leur expliquer que derrière ces signes officiels de qualité, comme je disais tout à l'heure, il faut que les promesses soient sûres. Et donc c'est parce que c'est public, parce que c'est choisi par les professionnels que c'est intéressant et que ça doit être durable. Et donc ça ne va pas du tout avec vitesse, en confondant vitesse et précipitation. Alors justement, et puis ça va nous faire le lien, parce qu'il va être l'heure de conclure avec un dessin toujours de talent de notre ami Urbe sur les noix du Périgord. On va parler de la prochaine conférence, ça sera le 8 juillet, ça sera très en lien avec la place de la grande distribution, et il y a une question justement là-dessus, toujours par rapport à peut-être ce lobby, ces relations que vous avez. Est-ce qu'une marque de distributeur peut ou pas avoir une reconnaissance de la sorte? La marque distributeur, c'est une chose, hein, c'est-à-dire que dans une marque, la différence, c'est que c'est privé, avec le signe officiel de qualité, et puis le professionnel, quand il appose une marque sur un produit, il engage sa signature en quelque sorte, mais il met dans cette marque ce qu'il veut mettre. Et d'ailleurs, dans certains cas, ils ont des marques avec plusieurs niveaux, premium ou pas premium. Et donc, il y a des marques distributeurs, effectivement, qui ont mis sous cette marque des produits d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée ou label rouge. Il n'y a aucune incompatibilité entre, j'allais dire, une marque qui veut être premium et une marque qui afficherait à côté de cette marque le logo qui va bien. Allez, dernière question avec vous, Marie-Guitare. Merci, Geoffroy, d'être venu. On vous a beaucoup interrogé. On va retrouver Eric Orsena pour la conclusion dans quelques secondes. Il y a un document qui est affiché ici, c'est l'Observatoire des produits SICO. Il va être signé tout à l'heure. Vous faites partie des signataires. J'en profite pour remercier d'être ici Jean-Pierre Reynaud, qui est le vice-président et président de l'ANA, et comment se tromper sur le nom de Jean-Pierre Reynaud, qui représente le président Rousset et la direction de l'agriculture et de la forêt. Je salue aussi Bruno Millet de la Chambre régionale d'agriculture, l'ancien président aussi de la Chambre et président du salon, Dominique Grassi. On entouré de nombreuses personnalités. À quoi va servir cet observatoire des produits SICO, Madame Guittard? C'est pareil, je dirais, c'est un observatoire, mais dans le sens plus riche que observatoire où on regarde un peu le présent et puis on regarde dans le rétroviseur. Ça va être un outil d'aide à la décision, un outil de pilotage. Chacun va y apporter les données qu'il a. Chacun va nourrir cet observatoire. Et dans cette région, je pense qu'elle est quand même la première région, je ne voudrais pas offenser d'autres régions qui sont un peu, comment dire, en concurrence. Pas la citer. Voilà, en concurrence. C'est très important pour les décideurs d'avoir des outils objectifs pour mesurer à la fois pourquoi ça va bien, comment ça va bien, pourquoi ça va moins bien, pourquoi ça se développe, d'aller tirer effectivement en quelque sorte les raisons, les clés de la réussite, et d'apporter aux professionnels aussi toute une dimension qu'ils n'ont pas forcément à titre individuel. Et donc c'est un outil qui, à mon avis, dans les années à venir, va contribuer à ce que cette région de Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas totalement novice en la matière, continue effectivement à cette montée en gamme et à ces produits qui sont de plus en plus demandés par de plus en plus de consommateurs.
Eh ben, on va le vérifier dès ce week-end d'ailleurs, s'ils sont demandés ou pas et à quel rythme, puisqu'il y aura un marché important, le grand marché, le 21-22 mai, c'est à Bordeaux au Quinconce, hein, ça concerne, même si c'est centralisé une fois de plus, et on va manger devient difficile, nous disait à l'instant notre ami Urbs. Là, ça va être facile, puisqu'il y aura même des exclusivités, comme un kebab fait uniquement avec des produits locaux, par exemple, et ce ne sera pas la seule chose. Il y aura plusieurs dizaines de producteurs locaux, tous de la Nouvelle-Aquitaine uniquement, qui viendront pendant 2 jours, c'est de 9h à 20h. Tout est en ligne sur le site de l'ANA et puis vous pourrez trouver ça dans différents articles des confrères de Sud-Ouest. Je voudrais juste qu'on conclue quand même avec Eric Orsena. On pense à lui, on lui souhaite plein de belles choses pour ce spectacle qui donc va démarrer à Paris dès lundi. Il nous le disait tout à l'heure. On a beaucoup insisté aujourd'hui sur les mots, sur les appellations, sur cette sémantique, sur la façon de distinguer les produits. Et on a demandé justement à Eric Orsena pourquoi c'était important de nommer les choses. Si vous prenez la première page de la Bible, on a au départ une sorte de grande soupe originelle. Et on crée les choses, le créateur crée en nommant. C'est en nommant, en distinguant qu'on retire, qu'on extirpe une réalité de cette grande soupe indistincte et originelle. Donc, quand vous nommez, vous distinguez, et c'est beau parce que c'est les 2 mots du mot distinguer. Qu'est-ce que c'est qu'un homme distingué? C'est pas quelqu'un qui a une belle cravate et tout ça, pas du tout. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui a été repéré et à qui on a reconnu une sorte de singularité, d'originalité. Il n'est pas comme les autres, et à ce titre, il faut le saluer, le respecter, et pourquoi pas l'aimer. Donc, c'est ça nommer. C'est ça nommer. Car nommer, c'est à la fois respecter, c'est identifier, c'est donner une identité au lieu d'être n'importe quoi et n'importe qui. Nommer, c'est saluer, et en saluant, c'est distinguer, et en distinguant, on crée. Eh bien, on vous salue et on vous remercie, Eric Orsena, comme on salue et on remercie tous les experts qui nous ont entourés pendant cette conférence et cette rencontre riche d'échanges. Merci à l'audience, merci à toutes, à tous qui nous suivaient. Je le rappelle, ça se partage, ça marche très fort sur les replays des réseaux sociaux de l'ANA, de sudouest.fr. N'hésitez pas, et TV7. C'est à retrouver quand vous voulez. Je vous donne en tout cas, moi, rendez-vous, et on vous donne tous rendez-vous le 8 juillet. Ça sera à peu près à la même horaire, j'imagine, entre 11h ou 11h30. On vous précisera ça très rapidement. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous au Quinconce, et j'ai envie de dire dès ce week-end, mais pas que, tous les marchés de producteurs locaux, tous les vendeurs qui aujourd'hui sont à l'activité sur cette grande région Nouvelle-Aquitaine vous donnent des rendez-vous tous les jours quasiment sur des marchés qui sont autour de chez vous. N'hésitez pas, privilégions ces circuits courts dont on reparlera évidemment le 8 juillet, mais aussi du rôle de la grande distribution. C'est un vaste sujet. On n'a pas fini d'en parler. On vous souhaite en tout cas de bien vous porter et de bien manger. À bientôt.